Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire de la Fondation Alzheimer. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui est extrêmement importante puisqu'on sait depuis maintenant très longtemps que le risque cardiovasculaire, le risque vasculaire en général, est associé à une survenue beaucoup plus précoce de la symptomatologie de la maladie d'Alzheimer. Et l'élément sur lequel le plus de travail a été fait jusqu'à présent est un indicateur de risque cardiovasculaire qui est le niveau de la pression artérielle. Et la maladie hypertensive a été étudiée par de nombreux chercheurs depuis maintenant des dizaines d'années. Et on s'est rendu compte que, en particulier, le traitement de la maladie d'Alzheimer avait un impact sur la maladie, le traitement de l'hypertension artérielle avait un impact sur l'évolution de la maladie d'Alzheimer et son temps de survenue. Pour ce faire, on a aujourd'hui deux invités, des spécialistes du monde de l'Alzheimer, mais également du monde du cardiovasculaire. On aura voir le professeur Olivier Hanon. Alors, le professeur Olivier Hanon est président du comité de lutte contre l'hypertension artérielle. Il est gériatre à l'hôpital Broca et également président du Gérontopôle. Et c'est également le coordinateur du Centre Mémoire, Ressources et Recherche qui, justement, travaille sur les questions cognitives. Donc, très bien placé pour nous présenter la chose. Nous aurons également un deuxième intervenant qui est le professeur Bernard Lévy. Il est chercheur en cardiologie et en biologie vasculaire. Il travaille à l'INSERM, l'unité 970, et à l'hôpital de Lariboisière à Paris. Et c'est un spécialiste, lui, des mécanismes qui sous-tendent l'apparition d'une hypertension et de leur impact sur le corps humain et nos fonctions vitales. Donc, sans plus attendre, nous allons donc commencer avec le professeur Olivier Hanon, que j'appelle sur la scène. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, j'ai pris un titre qui est celui qu'on avait pris quand on avait fait la première campagne. Donc, je travaille à Paris. Je suis professeur de gériatrie, président du comité de lutte contre l'hypertension du Gérontopôle de l'Île-de-France. J'ai aussi été président de la Société française de gériatrie. Et on avait fait à l'époque, au moment du premier plan maladie neurodégénérative, toute une campagne avec le comité de lutte contre l'hypertension. Vous voyez avec cette photographie, quand l'hypertension fait perdre la tête. Parce qu'on va voir que l'hypertension artérielle, qui est en fait la maladie la plus fréquente en France, de toutes les pathologies, c'est l'hypertension qui est la plus fréquente, puisque c'est à peu près 30% de la population qui présente une hypertension artérielle. Et alors, on va voir que l'hypertension a des complications sur le cœur, risque d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, sur le cerveau, risque d'accident vasculaire cérébral. Mais on sait maintenant, comme l'a dit Philippe, depuis une dizaine d'années, que l'hypertension va aussi jouer un rôle sur la mémoire, et notamment sur le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est très important parce que, comme actuellement, nous n'avons pas de traitement curatif de la maladie, eh bien, un traitement préventif qui va permettre de ralentir, de retarder la survenue de la maladie, c'est absolument indispensable. Et on va voir qu'en fait, on a, avec ce traitement de l'hypertension artérielle, un moyen formidable de retarder la survenue, voire même d'éviter la survenue d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer. Alors, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on sait qu'on a justement ce qu'on appelle des facteurs de risque qui peuvent être soit non modifiables, donc là, personne n'y peut rien, hein, c'est l'âge, c'est le sexe et bien sûr la génétique. Et puis, il y a des facteurs dits modifiables, c'est-à-dire qu'un traitement, une intervention peut agir pour réduire ce risque. Et vous voyez que dans les facteurs modifiables, là, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est l'hypertension artérielle, qui est le plus fréquent, mais il y a aussi le diabète, le tabac, le surpoids, l'absence d'activité physique, la dépression, l'isolement social, et tout ça, la Fondation nous permet d'avoir eu plusieurs webinaires sur toutes ces thématiques. Donc aujourd'hui, on va essentiellement parler de l'hypertension artérielle. Alors, vous voyez, tous ces facteurs-là, ils ont été bien déterminés. Vous voyez ce circuit qui nous amène à la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez que ce n'est pas une hypertension à l'âge de 80 ans qui va être très, très grave. Hein. C'est une hypertension, on appelle ça à l'âge moyen de la vie. Vous voyez, 45,
65 ans, donc moi je suis en plein dedans, si j'ai une hypertension, vous voyez que je multiplie par 1,6 mon risque de développer une maladie d'Alzheimer dans les 20 ans qui vont suivre. Donc c'est vraiment un facteur, c'est plusieurs années d'hypertension artérielle qui vont, on va voir, abîmer les vaisseaux et aussi favoriser la formation de plaques amyloïdes à l'origine des troubles de la mémoire de la maladie d'Alzheimer. Donc il faut repérer cette hypertension artérielle et la traiter quand on a une hypertension artérielle. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on définit? Qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? Vous savez qu'on mesure avec un appareil de tension qui va mesurer les chiffres et les chiffres qu'il faut connaître. Quand on parle en millimètres de mercure, c'est 140 pour le premier chiffre qu'on appelle la pression artérielle systolique et 90 pour le deuxième chiffre, la pression artérielle diastolique. La pression systolique, c'est au moment où le sang sort du cœur, schématiquement, et la pression diastolique, c'est la pression dans les artères quand le sang revient au niveau du cœur, ce qu'on appelle le remplissage cardiaque. Alors 140-90, des fois on simplifie, on dit 14,9. Vous avez entendu ces chiffres, il faut être en dessous de 14,9, sinon au-dessus de 14,9, on a de l'hypertension. Et ce n'est pas juste une fois dans la vie, c'est de façon permanente, et on dit qu'il faut au moins 3 mesures dans 3 consultations pour vraiment être certain que les artères, il y a une pression plus élevée au niveau artériel. Alors, je vous ai dit que c'était la maladie la plus fréquente. Vous voyez qu'actuellement, si on regarde en 2022, on a 30% de la population, 1,5 milliard d'individus. Et pourquoi ça augmente? Puisque vous voyez qu'en 2000, c'était plutôt 25%, 1 sur 4, et maintenant qu'on est à 1 sur 3. Il y a 2 facteurs qui vont favoriser ce vieillissement des vaisseaux. C'est le vieillissement des populations, l'âge. On vit de plus en plus vieux, donc nos vaisseaux aussi vont vieillir. Et puis le surpoids, et on sait que dans certains pays, on a de plus en plus de personnes avec de l'obésité, donc ça aussi, ça fait monter la pression artérielle. Alors en France, on dit à peu près, les données de la sécurité sociale, qu'il y a près de 15 millions de personnes hypertendues en France. Alors, un des termes qui est souvent utilisé pour l'hypertension artérielle, vous voyez, c'est celui-ci, c'est le tueur silencieux. Parce que l'hypertension, il n'y a pas de symptômes. Donc, si on ne mesure pas avec l'appareil les chiffres de pression artérielle, on ne va pas savoir qu'on a une hypertension artérielle. Et puis un jour, il n'y a pas de symptômes. Et puis un jour, il y a les dégâts de l'hypertension. Et les dégâts de l'hypertension, ça peut être soit le décès, soit une maladie cardiaque, soit un accident vasculaire. Et puis, on l'a vu, et on va le voir aussi, des troubles de la mémoire. Donc, il n'y a pas de symptômes. Vous voyez, des fois, on peut avoir mal à la tête, des vertiges, des mouches volantes devant les yeux, des saignements de nez, des petites hémorragies au niveau des conjonctions des yeux, mais aucun de ces symptômes n'est spécifique. Je peux avoir mal à la tête indépendamment de l'hypertension artérielle. Donc, un des grands progrès, ça a été la mesure de la pression artérielle dès l'âge de 40 ans, notamment à la médecine du travail. Régulièrement, on dit qu'à partir de l'âge de 40 ans, il faut mesurer sa pression artérielle au moins une fois dans l'année pour être sûr qu'elle est bien en dessous des 140, 90, des 14,9. Alors, on a plusieurs études qui nous montrent qu'effectivement, l'hypertension, c'est grave. Vous voyez qu'ici, vous avez en bas les chiffres de pression artérielle, en haut la mortalité, et vous voyez que schématiquement, c'est une droite linéaire. Plus ma pression artérielle est élevée, plus je risque de mourir. Plus ma pression artérielle est basse, moins je risque de mourir. Et vous voyez que ceci est vrai quel que soit l'âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. À chaque fois, j'ai plus de risque de décès si ma pression est autour, vous voyez, 160, 100, et j'ai moins de risque de décès si je suis entre 120 et 130. Et donc la barre a été mise à 140 mm de mercure pour définir le moment où il y a une hypertension artérielle. Mais vous voyez que schématiquement, plus ma pression artérielle est basse, plus je vais vivre longtemps en fait. Alors, quand on prend tous les facteurs de mortalité, les facteurs de risque de mortalité dans le monde, ça c'est les travaux de l'OMS, vous voyez que ce que je vous ai dit, l'hypertension, c'est le principal facteur de mortalité dans le monde. Ça tue plus que le tabac, ça tue plus que le cholestérol, ça tue plus que la dénutrition. Donc, vous voyez que c'est le principal facteur de décès dans le monde. Et vous voyez que vous avez plusieurs couleurs, les régions
riches ou les pays pauvres. Et vous voyez que l'hypertension artérielle tue dans tous les pays, qu'on soit un pays en voie de développement, qu'on soit un pays industrialisé. L'hypertension tue tout le monde, alors que vous voyez que par exemple la dénutrition et le faible poids tuent essentiellement dans les pays en voie de développement. Alors pourquoi l'hypertension c'est sévère, hein? Je vous ai dit, ce n'est pas de l'hypertension sur 1 mois, 3 mois qui est grave, hein. C'est vraiment 10, 15, 20 ans d'hypertension artérielle. Il va y avoir une augmentation de la pression au niveau des vaisseaux. Et donc, ces vaisseaux, vous voyez en bas le schéma numéro 2, hein, les vaisseaux vont s'épaissir, les vaisseaux au niveau de nos différentes artères. Et cet épaississement des vaisseaux, hein, ce qu'on appelle une hypertrophie vasculaire, cet épaississement artériel, va augmenter le travail du cœur. Et donc, petit à petit, le cœur va aussi épaissir ses parois. Et donc, tout ça, il n'y a pas de symptômes. Et puis, à un moment, bien, cet épaississement des vaisseaux, cette augmentation du travail du cœur va arriver à des complications. Le cœur va être fatigué parce qu'il aura trop travaillé. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Ou alors, les vaisseaux peuvent, vous voyez, soit se boucher, c'est le schéma numéro 3. Et donc, si ça se bouche, c'est ce qu'on appelle un infarctus. Si ça se bouche au niveau des artères du cœur, du coronaire, ça donne l'infarctus du cœur, l'infarctus du myocarde. Si les artères se bouchent au niveau des vaisseaux du cerveau, ça va donner ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Et puis, des fois, on va voir que c'est plutôt les toutes petites artères cérébrales. Et là, quand c'est des toutes petites artères cérébrales perforantes au niveau du cerveau, ça peut aussi, on va voir, donner des troubles, justement les troubles de la mémoire. Dernière complication, hein, c'est ce qu'on voit aussi sur le schéma numéro 3, les artères peuvent aussi exploser, hein, artères perforées, c'est beaucoup plus rare. Le plus souvent, elles se bouchent, mais s'il y a ça, c'est ce qu'on appelle une hémorragie, et il peut y avoir une hémorragie, notamment dans le cerveau, une hémorragie cérébrale. Donc, vous voyez, j'ai repris les principales complications, soit au niveau du cerveau, l'accident vasculaire cérébral, soit, on va le voir, les troubles de la mémoire. Au niveau du cœur, l'infarctus, l'insuffisance cardiaque. Au niveau du rein, si les artères du rein sont abîmées, l'insuffisance rénale, hein, qui peut aboutir à la dialyse. Au niveau de l'aorte, il peut y avoir ce qu'on appelle un anévrisme, hein, qui est aussi une complication, parce que là, quand ça se rompt, c'est pronostic quasiment mortel à chaque fois. Et puis au niveau des yeux, il peut y avoir des lésions avec des troubles de la vue par atteinte de la rétine. Alors, quelles sont les causes pourquoi est-ce qu'on fait de l'hypertension artérielle? Principal facteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'âge. Quand on vieillit, les artères vont vieillir et on augmente la pression dans ces artères. Le surpoids, l'obésité est le deuxième facteur le plus fréquent. L'hérédité joue un rôle, hein. Si on a des parents hypertendus, on a plus de risques de développer une hypertension artérielle. Le fait d'être un homme qui augmente le risque d'hypertension artérielle. Le fait de manger du sel, prendre trop d'alcool, sédentarité, absence d'entraînement physique, et le stress peut être une cause, mais oui, c'est une cause modérée par rapport à toutes les autres. Donc, voici les causes. Donc, il y en a certaines qui sont modifiables, hein, comme pas trop de sel, pas trop d'alcool, faire de l'activité physique, et d'autres comme l'âge, l'hérédité qui ne sont pas modifiables. Le surpoids aussi est un facteur modifiable. Alors, on mesure sa pression artérielle, vous voyez, en position assise, au repos, et maintenant, on utilise essentiellement des appareils électroniques pour mesurer la pression, et plus l'appareil qu'on avait auparavant avec les sphingomanomètres et le stéthoscope. Il existe des appareils avec un brassard au poignet, on pourra en discuter, mais ils sont moins bons que les appareils au bras. Donc, la recommandation, c'est de mesurer sa pression avec les appareils au bras. Et puis, quelque chose de très important, c'est que la pression artérielle peut varier. Et donc, les recommandations sont quand on trouve un chiffre élevé lors d'une consultation avec le docteur, pour savoir s'il y a vraiment une hypertension permanente qui va avoir des complications sur son système artériel, eh bien, on recommande de la contrôler à domicile en dehors du docteur, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un effet blouse blanche, c'est-à-dire que quand on voit un médecin avec une blouse blanche, il y a un petit peu de stress et ça fait monter la pression artérielle. Et donc, pour être certain que ce n'est pas cet effet stress, effet blouse blanche, on recommande de mesurer la pression artérielle au domicile, dans ce qu'on appelle l'automesure, hein, on se mesure soi-même la pression artérielle. Et vous voyez qu'il y a une règle,
qui est très bien codifiée maintenant, ce qu'on appelle la règle des 3. On mesure sa pression 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 jours. Et donc, on a une moyenne de 18 mesures. Et là, on est en dehors de l'hôpital, en dehors du médecin, de la consultation. Et on a le vrai niveau tensionnel des gens. Donc, vous voyez, il y a des relevés. Alors, je vous montre ça parce que c'est effectivement le comité de lutte contre l'hypertension artérielle qui a fait ces relevés. Donc, il est possible d'avoir des relevés. On prend 3 fois le matin, 3 fois le soir pendant 3 jours. On écrit sa pression et on montre au médecin pour vérifier que est-ce qu'elle est élevée ou est-ce qu'elle n'est pas élevée. Alors, on peut le faire sur un papier. Et vous voyez que là, la mesure, je vous ai dit, normalement, c'est 140-90. Eh bien, quand on fait à la maison, c'est pas 100, on enlève 5, c'est pas 140-90, mais c'est 135-85 qui définit l'hypertension artérielle. Parce que le soir, la pression elle a tendance un petit peu à baisser, et comme on fait la moyenne, eh bien, c'est 135-85. Alors, on peut utiliser des feuilles de papier pour mesurer sa pression, et puis on peut aussi utiliser des applications. Et nous, on a fait une application avec le comité de lutte, qui est cette application qui s'appelle Suivi HTA. Et donc, vous pouvez télécharger, elle est gratuite, hein, cette application. On vous explique comment mesurer la pression artérielle. Et puis, ça va, au lieu de recopier, tout va se mettre de façon automatique dans l'application. On peut même faire une photo de la mesure et donc les chiffres se rendent automatiquement dans le logiciel. Et ensuite, le logiciel vous dit si votre tension est normale, pas normale, est-ce qu'il faut aller voir le médecin, est-ce qu'il faut refaire une mesure. Donc, il y a des conseils basés sur des recommandations qui sont données. Alors, sur la thématique et les complications de la mémoire, vous voyez que le rapport du Haut Conseil de la santé publique écrit très clairement que l'hypertension est un des facteurs de risque vasculaire les plus étudiés dans la survenue de la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées, et que de nombreuses études ont mis en évidence une association entre le fait que j'ai une pression artérielle élevée à l'âge de 45-50 ans et de troubles de la mémoire, ce qu'on appelle le déclin cognitif ou d'une démence, et la maladie d'Alzheimer. Alors, on ne va pas détailler toutes ces études, hein, mais il y a plein d'études. Vous voyez, on prend des gens à l'âge de 50 ans, ils sont suivis pendant 20-25 ans, et on regarde leurs troubles de la mémoire, maladie d'Alzheimer, ou ce qu'on appelle les troubles cognitifs d'origine vasculaire. On va détailler un tout petit peu ce que c'est. Mais vous voyez qu'ils sont multipliés par 3, par 2, en fonction des études. Et on a plein d'études qui retrouvent, donc, j'ai une pression artérielle élevée, j'augmente mon risque de maladie d'Alzheimer ou de troubles de la mémoire d'origine vasculaire. D'origine vasculaire, là, ce sont les premières causes. Hein. Quand on a des lésions des petits vaisseaux du cerveau, eh bien, on va développer des troubles de la mémoire, ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs vasculaires. Alors, je vous ai mis un schéma qui montre que ça peut être soit une occlusion des gros vaisseaux, c'est le schéma du bas. Alors ça, c'est ce qui donne un accident vasculaire cérébral, un AVC, et après un AVC, on a effectivement les troubles de la mémoire. Mais le plus souvent, ce sont les petites artères cérébrales, que vous voyez plus haut, qui peuvent être soit bouchées, c'est ce qu'on appelle une lacune, soit être rétrécies, et donc entraîner, il y a moins d'oxygène qui va arriver au cerveau, hein, et donc ça, c'est ce qu'on appelle des lésions de leucoarayose, je vais vous montrer des images, une hypoperfusion chronique au niveau des petites artères cérébrales, et puis parfois, il peut y avoir aussi une rupture de ces petites artères, et donc ça va donner des hémorragies, ou ce qu'on appelle des fois des micro-hémorragies cérébrales. Alors tout ça, on peut le voir sur un examen qui s'appelle l'IRM cérébral, et vous voyez que l'IRM normal, c'est l'image de droite, il n'y a pas de blanc, et vous voyez que l'image de gauche, vous avez plein de petites lésions blanches, et donc ça, c'est ce qu'on appelle de la leuco, leuco c'est blanc, leucoarayose, donc c'est des petits vaisseaux du cerveau qui ne sont pas forcément bouchés, mais rétrécis, donc il y a une hypoperfusion, il n'y a pas suffisamment de vascularisation, et donc de façon chronique, quand on a ces lésions-là, ça augmente le risque de troubles de la mémoire. Et puis l'image tout en haut à droite, là où il y a marqué A, avec le petit triangle, eh bien, ce petit point blanc, c'est ce qu'on appelle une lacune. Donc là, c'est une petite artère qui s'est bouchée au niveau du cerveau. Et quand c'est ces localisations ici, comme la localisation thalamique, eh bien, ça augmente le risque, ça donne des troubles de la mémoire. Et ça, c'est asymptomatique, hein, on ne le ressent pas. Et puis, petit à petit, on a des troubles de la mémoire. Donc, première cause, des troubles de la mémoire d'origine vasculaire.
Et puis ça, c'est les travaux du professeur Lévy qui va nous détailler tout à l'heure, hein. Mais des études récentes montrent que aussi le fait d'avoir une hypertension, ça augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Et dans un très très beau modèle dont il va sûrement nous parler, c'est des modèles de souris Alzheimer, et on rend ces souris Alzheimer hypertendues. On leur injecte de l'angiotensine, ce qui est un produit qui fait de la vasoconstriction, qui donne de l'hypertension. Et vous voyez que si on prend le petit schéma où il y a marqué A, AD sont des souris avec une maladie d'Alzheimer, on voit ces petits points noirs qui sont les plaques amyloïdes, et quand on les rend hypertendues, l'image juste à côté, vous voyez qu'il y a encore plus de petits points noirs, il y a eu encore plus de plaques amyloïdes, donc parce qu'elles ont eu de l'hypertension artérielle, eh bien elles développent ces plaques, et le professeur Lévy va sûrement nous en parler. Donc vous voyez, quand on a l'hypertension artérielle, eh bien on va avoir des troubles de la mémoire d'origine cérébrovasculaire, les petites lésions que je vous ai montrées, des petits vaisseaux. Et puis aussi, cette hypertension va aussi favoriser la formation des plaques amyloïdes, et donc ces plaques amyloïdes à l'origine de la maladie d'Alzheimer. Alors là, je vous ai montré, quand j'ai de l'hypertension, je développe mon risque d'avoir des troubles de la mémoire. Ce qu'il faut pour être certain que c'est bien un facteur de risque, il faut montrer que quand je donne un traitement, je vais réduire ce risque de maladie d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs vasculaires. Et ça a été fait par mon ancienne patronne, le professeur Françoise Forette, dans une étude européenne où on donnait à des patients hypertendus soit du placebo, soit un traitement antihypertenseur. Vous voyez le suivi, vous avez là jusqu'à 8 ans de suivi. Et vous voyez les deux courbes qui sont très décalées, il y a une très grande différence. Si j'ai du placebo en haut, je fais beaucoup plus souvent des troubles de la mémoire. Et si je suis en bas avec le traitement antihypertenseur, j'en fais beaucoup moins. Et avec la différence entre les deux est 55%. Donc c'est énorme, 55% de prévention. Donc vous voyez qu'en plus des bénéfices sur les problèmes cardiovasculaires, eh bien, je réduis de façon très importante mon risque de développer des troubles de la mémoire, soit d'origine vasculaire, soit de type Alzheimer. Alors cette étude, elle a été répliquée par d'autres études. Vous voyez que des fois, l'impact a été moins fort parce qu'au bout d'un moment, on n'avait plus le droit de donner de placebo, puisqu'il faut traiter l'hypertension pour éviter les problèmes cardiovasculaires. Et donc, vous voyez que le bénéfice est un peu moins, mais il est significatif. On est autour de 16% quand on prend en global toutes les études. Donc, vraiment, l'objectif, il faut, quand on a de l'hypertension, avoir une pression inférieure à 14,9, inférieure à 140/90. Alors cet objectif à 140, on se pose des questions, peut-être qu'il faut aller encore plus bas. Une étude récente qui a comparé des gens qui avaient un traitement, vous voyez, traitement standard, donc un objectif en dessous de 140/90, à un traitement, on appelle ça plus intensif, c'était donc un objectif plutôt autour de 120/130, être plutôt à 12 ou 13 de pression artérielle. Et vous voyez que là encore, quand on regarde sur la figure 2 les probables troubles neurocognitifs majeurs, qu'on appelait la démence, eh bien, il y en a beaucoup moins avec le traitement intense en jaune par rapport au traitement standard plus haut en bleu. Donc peut-être qu'il faut une pression un peu plus basse même que 140, mais pour ça, il y a d'autres études en cours, et ça, c'est une étude qu'on mène dans mon service, dans mon équipe, qui s'appelle l'étude Léopold, où on prend justement des gens qui ont ces fameuses, vous voyez les images en haut, ces fameuses petites taches blanches, ces lésions de leucoarayose. Et ces gens-là, bien, on va tester de voir si on va pas, si en baissant la pression, bien, on a mis 135, entre 130 et 135, un objectif un peu plus strict de pression artérielle en suivant les gens pendant 36 mois, par rapport à un groupe où leur pression reste, elle, de façon moins stricte, 140, eh bien, est-ce qu'il va y avoir une différence sur à la fois l'évolution des lésions à l'IRM et à la fois les troubles de la mémoire. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer à cette étude, ils peuvent venir, bien sûr, à l'hôpital Broca et on leur proposera ce travail-là. Pour terminer, comment je traite mon hypertension artérielle ? Il y a deux façons. Il y a sans médicaments et avec médicaments. Alors, sans médicaments, vous voyez que c'est perdre un peu de poids si on a une surcharge et une obésité, sinon ça ne sert à rien. Ne pas manger trop de sel, moins de 6 grammes de sel par jour. Faire une activité physique régulière, 30 minutes d'activité physique par jour. Pas trop d'alcool. Vous voyez qu'on dit 2 verres par jour chez la femme, 3 chez l'homme. C'est même, actuellement, on est plutôt encore moins, plutôt 1 chez la femme et 2 chez l'homme. Pas de tabac.
Et même si ça n'a pas d'effet sur la pression artérielle, pas trop de cholestérol, parce que ça va aggraver aussi l'état vasculaire. Donc, quand on dit moins de 6 grammes, on ne sait pas comment le calculer, donc un truc, c'est pas de salière sur la table. On peut saler quand on cuisine, mais on ne ressale pas les plats. Attention aux conserves, aux fromages, aux charcuteries, tout ça, il y a beaucoup de sel. Hein. Tous les plats congelés, il y a beaucoup de sel aussi. Et puis l'activité physique, vous voyez qu'on peut faire plusieurs activités physiques, hein. Ça va de juste la marche, au vélo, au jogging, au golf, à la natation. Une activité physique, ce n'est pas obligé de faire une activité trop intense, hein, mais par contre de façon régulière. Le plus souvent, ces activités, ces traitements non médicamenteux vont être efficaces, mais pas suffisamment efficaces. Et on va avoir besoin de médicaments et on va lutter contre un vieillissement des artères. Et donc, ce qui est très important, c'est que c'est pas je prends un traitement en quelques jours et puis je guéris. Non, je ne peux pas guérir ce vieillissement des artères, donc j'ai besoin d'un traitement chronique toute ma vie. Je vais baisser la pression dans les artères, mais je ne peux pas modifier le contenu des artères. Et donc, pour ça, c'est très important parce qu'il faut prendre un médicament tous les jours, toute sa vie, à partir du moment où on a une hypertension, alors qu'on n'a pas de symptômes. Donc, oui, il faut vraiment avoir bien expliqué, mais quand on monte la courbe et qu'on voit qu'on réduit le risque à la fois de maladies cardiaques et vasculaires, mais aussi de troubles de la mémoire, bien, ça motive les gens à prendre leur traitement. On a différents médicaments, hein, on va pouvoir avoir des médicaments qui s'appellent les bêta-bloquants qui vont réduire la fréquence cardiaque. On a des médicaments qui vont faire éliminer le sel, on va uriner son sel, donc ça c'est ce qu'on appelle les diurétiques. Et puis on a des médicaments qui vont permettre au vaisseau de se dilater, et on a 3 classes de médicaments, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 qui vont permettre aux artères de se dilater. Donc le médecin va vous donner des médicaments, en général on commence par un médicament, et puis si ça suffit, ben on s'arrête. Si la tension reste au-delà de 140-90, on passera à peu près au bout d'un mois à un deuxième médicament. Pareil, si on est à l'objectif, on s'arrête. Si on n'est pas à l'objectif, on passera à 3 médicaments. Et vous voyez, on a ce triangle avec 3 médicaments qu'on va donner. Et en général, avec 3 médicaments, on arrive à contrôler pratiquement 80-90% des gens. Alors, l'intérêt aussi, vous voyez qu'on peut avoir des scores de risque. Hein, vous voyez, il y a un score qui s'appelle le score CADE, qui permet, en fonction de ces facteurs de risque vasculaire, et vous voyez, vous avez la systolique, donc la pression artérielle, eh bien, on peut avoir des scores qui vont de 0 à en bas à 15 et qui nous donnent notre risque de développer au cours du temps des troubles de la mémoire et une démence. Et donc, chez des patients qui ont un risque et des troubles de la mémoire débutants, il y a des études qui montrent que quand on traite l'hypertension, qu'on fait de l'exercice, qu'on fait attention au régime et qu'on fait en plus des exercices de la mémoire, vous voyez que sur tous les items-là, on a un bénéfice, on a moins de troubles de la mémoire et donc on a un bénéfice à avoir cette prise en charge qu'on appelle multidomaine, hein, à la fois les médicaments de l'hypertension, l'exercice physique, la nutrition et l'exercice de mémoire. Et donc, vous voyez que si on arrivait à réduire et mieux traiter l'hypertension artérielle, si on réduisait de 20% par décade au niveau mondial, on diminuerait de 16 millions le nombre de patients avec maladie d'Alzheimer. Si c'était une réduction de 10 par décade, on réduirait de pratiquement 8 millions le nombre de maladies. Donc, la prévention, c'est quelque chose de majeur, surtout pour une maladie où on n'a pas de traitement curatif. Alors, on a aussi des études qui regardent l'incidence des troubles de la mémoire actuelle quand on compare entre les années 80 et les années 2000. On prend des personnes, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont le même âge, les mêmes typologies, et vous voyez que sur plusieurs études, entre les années 80 et les années 2000, eh bien, les mêmes personnes ont moins de troubles de la mémoire. Et pour ça, il y a 2 explications. Hein. On traite mieux l'hypertension artérielle maintenant que dans les années 80. Et puis, il y a aussi le niveau d'éducation. Les gens font plus d'études maintenant. Et donc, ces 2 facteurs font que, même si globalement, en fait, comme il y a plus de gens, la population augmente, il y a plus de gens qui ont une maladie d'Alzheimer, mais si on se restreint toutes choses égales par ailleurs, eh bien, en fait, il y a une meilleure prise en charge et du coup, il y a en fait une incidence moindre de maladie d'Alzheimer. Alors, je l'ai dit, c'est très important de traiter l'hypertension artérielle.
Vous avez vu les chiffres, si on améliorait de 10 ou 20% le contrôle, et ça, c'est les derniers résultats qui sont quand même malheureusement, qui sont même très décevants. Et c'est pour ça qu'on a notre comité de lutte contre l'hypertension artérielle. Vous voyez que ça, c'est des résultats Santé publique France. On regarde le contrôle de l'hypertension artérielle en France, c'est la dernière ligne, et vous voyez qu'on est à 49,6, c'est-à-dire 50%. Une personne sur deux seulement est bien contrôlée à une pression artérielle en dessous de 140-90. Et donc ça, c'est vraiment très décevant, puisque vous avez vu que du coup, c'est une perte de chance. Il y a des gens, si leur hypertension n'est pas contrôlée, vont développer plus souvent une maladie d'Alzheimer, une démence, que si leur pression artérielle avait été contrôlée. Donc c'est vrai que c'est décevant, il faut qu'on améliore ce contrôle tensionnel. Et une des problématiques, et j'en terminerai par là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la difficulté de prendre tous les jours un médicament, c'est de la prévention, mais on n'a aucun symptôme. Et donc c'est vrai que quand on est malade, qu'on a de la fièvre, une infection, on prend l'antibiotique parce qu'on a des symptômes, mais quand on n'a aucun symptôme, c'est compliqué. Et la plupart des études montrent que finalement, au bout d'un an, il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur traitement parce qu'ils se disent je ne vois pas la différence et qu'ils n'ont pas forcément bien compris que le bénéfice, ce n'est pas aujourd'hui que je vais le voir, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais je dois prendre un traitement aujourd'hui pour ne pas avoir de problème dans 10, 15, 20 ans. Et ça, il faut vraiment l'avoir bien expliqué aux personnes qui ont de l'hypertension artérielle. Alors, vous voyez, là, c'est des schémas de gens. L'observage, vous avez des patients, c'est un pilulier électronique, donc chaque fois que vous avez un petit point, les gens ont pris leur traitement. Le patient numéro 1 en haut à gauche, il est idéal. Vous voyez, il y a un petit point à 7 h du matin, donc tous les jours à 7 h du matin, il prend son traitement. Il est parfait. Peut-être un jour, il l'a pris à 8 h, mais il est parfait. Le patient numéro 2, il est malheureusement pas bien, lui. Vous voyez, il prend ses traitements, et puis vers 70 jours, il arrête et il ne le prend plus. Et donc là, il ne sera plus protégé. Le patient numéro 3, vous voyez qu'il le prend à des heures différentes, et puis à un moment, il l'arrête, puis il se dit, quand même, le docteur m'avait dit, donc je le reprends, et puis vous voyez qu'après, finalement, il se dit, je ne vois pas trop la différence, et il l'arrête. Et lui aussi, il ne sera pas bien protégé. Et puis le patient numéro 4, il est moins bien que le 1, mais il prend quand même à peu près régulièrement, mais des fois, il oublie un petit peu, et pas à la même heure. Donc vous voyez que cette problématique, c'est vraiment notre combat quotidien. On a plein de traitements, ils sont gratuits en France, et pourtant on n'a que 50% de gens bien contrôlés. Donc vous voyez que c'est absolument majeur. Il faut traiter, je vais traiter mon hypertension pour protéger mes deux organes principaux finalement, mon cœur et mon cerveau. Mon cœur, je diminue mon risque de maladie cardiaque. Mon cerveau, je diminue mon risque d'accident vasculaire cérébral, mais aussi, et ça c'est toutes ces données nouvelles que je vous ai montrées, mon risque de trouble de la mémoire, mon risque de développer une maladie d'Alzheimer. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation très très claire et surtout très détaillée. Alors je suis Magali Dumont, la déléguée scientifique de la Fondation Alzheimer et donc je serai votre porte-parole ce soir. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui se trouve sur la droite de votre écran. Il y a plusieurs questions, Olivier, qui nous sont arrivées ce soir. Je vais commencer avec des questions d'Hélène, qui aimerait que tu parles davantage de l'hypertension chez les sujets jeunes. Et puis, elle souhaiterait également savoir comment on peut participer aux études que tu mènes. Alors, l'hypertension, la fréquence augmente vraiment avec l'âge, mais ça peut se voir chez les patients jeunes. Alors, chez les patients jeunes, il faut consulter son médecin parce que des fois, on peut trouver des causes secondaires, de maladies du rein, maladie des petites glandes qu'on appelle au-dessus du rein, les glandes surrénales. Donc, il faut être certain parce que faire une hypertension à 35 ans, ce n'est pas habituel. Donc, avant de dire que c'est une hypertension standard, il faut faire un bilan. Donc, allez voir votre médecin qui fera un bilan pour être certain qu'il n'y a pas une cause. L'intérêt, si on trouve une cause, c'est que ça peut être une cause curable. Si c'est une petite boule au-dessus du rein, on peut enlever cette petite boule et on n'aura plus d'hypertension. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire ce bilan-là. Mais le plus souvent, l'hypertension apparaît vers 50, 55 ans et puis continue d'augmenter. Et par exemple, à 80 ans, c'est pratiquement 70% des gens qui ont une hypertension. Ah oui. Les vaisseaux ont vieilli, et donc c'est vraiment très fréquent chez les gens âgés.
Donc, si on veut participer aux essais, hein, c'est à l'hôpital Broca, au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, hein, chez les patients hypertendus qui ont ces petites lésions vasculaires, et bien effectivement, on va leur proposer plusieurs études. Cette étude, pour voir quel est le niveau tensionnel, est-ce que si on baisse encore plus la tension, on va être encore mieux protégé. Et puis, on a aussi une autre étude avec le professeur Bernard Lévy qui va parler après, je ne sais pas s'il va en parler, où on regarde vraiment le fonctionnement du système artériel. Et il leur fait des examens Doppler un peu sophistiqués, non invasifs, hein, donc ça fait pas mal du tout. Donc, en fait, on fait des IRM et des Doppler, donc on évalue de façon très fine le système artériel, le système vasculaire, corrélé, et on fait des tests de mémoire pour le suivi. Alors du coup, j'ai une petite question sur le sujet jeune. Est-ce qu'on les traite de la même manière et est-ce qu'on peut considérer que la prévention peut réduire en général l'hypertension quand elle arrive tôt ou est-ce qu'on passe directement à la médication? Non, alors quand on est jeune, c'est là où on va surtout pas commencer par des médicaments. Quand D'accord. on est jeune, on va éliminer une cause, et puis après, quand on est jeune, on va dire il faut faire de l'activité physique, il faut arrêter de fumer, il faut faire attention à ne pas manger trop salé, il faut perdre quelques kilos. Donc, on va vraiment développer au maximum toutes les mesures non médicamenteuses. Et puis ensuite, si les gens n'arrivent pas à perdre du poids, si malgré tout la pression artérielle reste élevée, parce qu'on a une hérédité qui fait que malgré toutes les mesures, la pression reste élevée, et bien à ce moment-là, on commencera un traitement. Et effectivement, hein, quand on commence un traitement, si vraiment l'hypertension commençait à 40 ans, on a encore plus de risques finalement, parce que si ça a commencé à 40 ans, à 80 ans, Oui. j'ai encore plus de risques d'avoir développé des lésions si je n'ai pas traité. Donc, je vais avoir un bénéfice encore plus important de mon traitement qui va éviter le vieillissement de ces artères et puis toutes les petites lésions des artères que je vous ai montrées dans le cerveau qui, à terme, peuvent donner des troubles de la mémoire. Mais du coup, alors, à partir de quand est-ce que tu recommandes peut-être de prendre sa pression régulièrement? Est-ce qu'il faut le faire et est-ce que c'est à l'âge de On 40 ans? recommande à partir de l'âge de 40 ans, on recommande la mesure. L'avantage en France, hein, ce que je disais, la médecine du travail, hein, quand on est embauché, on passe à la médecine du travail, il y a une mesure de pression artérielle. Donc rien que ça, c'est un très gros progrès, puisqu'on a au moins une mesure. Et puis si jamais elle est élevée, là on sait qu'on va devoir être surveillé un peu plus et la surveiller pour être certain qu'elle ne va pas, on va pas arriver au niveau de l'hypertension artérielle. Donc la médecine du travail, c'est parfait. Et de toute façon, on dit qu'à partir de 40 ans, il faut une mesure par an à peu près. D'accord, une mesure par an à partir de 40 ans. On a une autre question sur le sujet de la génétique, parce que tu as parlé tout à l'heure du coup de l'hypertension familiale. Et donc, Pamela se demande, est-ce qu'il y a un lien entre l'hypertension familiale et l'Alzheimer familial? Non, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Il y a des gènes. On a cherché, Philippe pourra en parler tout à l'heure, hein, des gènes du système rénine-angiotensine qui sont impliqués dans les deux mécanismes potentiellement, mais rien n'est clair. On peut avoir les deux gènes, mais on peut ne pas les avoir. Ce n'est pas parce qu'on a une famille d'hypertendus qu'on a un risque d'avoir de l'Alzheimer. Ce qui est intéressant avec l'hypertension, si je peux me permettre, c'est qu'on n'est pas dans une relation directe de cause à effet. On est vraiment dans une relation qui est plutôt un facteur favorisant qui accélère certains mécanismes qu'on observe dans la maille d'Alzheimer. C'est l'impression qu'on en a aujourd'hui. Donc le lien qu'on pourrait imaginer jusqu'à présent n'a jamais été retrouvé. Alors bien sûr, il y a quelques communautés, mais c'est des liens sur le plan susceptibilité génétique avec certaines gènes d'hypertension, comme le gène de l'angiotensine, de conversion de l'enzyme de l'angiotensine, qui sont légèrement associés. Ce n'est pas dans toutes les études. En revanche, le contexte est important. On peut même le qualifier de facteur environnemental par rapport à des facteurs génétiques. Voilà. Je ne sais pas si ça va dans le sens que disait Olivier, mais voilà, c'est ce point-là. Merci Philippe pour ton intervention. Moi, j'avais une question, Olivier, sur les traitements, parce que tu nous as dit qu'en fait, il fallait être régulier, dans le sens qu'il fallait les prendre à vie. Mais quelle est l'importance, en fait, de le prendre à la même heure? Non, il n'y a pas de... on peut le prendre quand on veut. D'accord. Ce qui compte, c'est de le prendre. Mais le meilleur moyen de ne pas l'oublier, c'est de se dire soit tous les matins, soit tous les soirs. C'est surtout pour ne pas l'oublier.
D'accord. Avoir une Parce routine, que en fait. d'avoir une routine, et souvent, c'est soit quand je me couche, soit quand je mange, soit quand je me lave les dents. Enfin, il faut trouver son truc, mais avoir une routine pour ne pas l'oublier. C'est pas toujours facile, hein, de ne pas oublier un traitement. Si on oublie, on a vu sur le schéma une ou deux fois, c'est pas grave. Si on oublie souvent, le risque, c'est quand même qu'après, on va arrêter. Parce que finalement, on se Ouais. dit, je ne vois pas la différence. Parce que c'est vrai que sur les symptômes, et c'est ça qui est majeur, hein, ça ne change rien. Que j'ai pris mon Bah traitement ou que je oui. ne l'ai pas pris, je ne ressens rien, moi. Parce que mes vaisseaux dans le cerveau, je n'arrive pas à voir si je les ai protégés ou pas. Donc, il faut. Mais 20 ans plus tard, là, je verrai la différence. Et si j'ai mal pris mon traitement, je ne l'ai pas pris, là, je pourrais me dire, bah, zut, si j'avais su, je l'aurais pris. Alors justement, puisqu'on n'a pas de symptômes apparents, est-ce que tu recommandes d'être suivi quand on sait qu'on a de l'hypertension? Est-ce que tu recommandes d'être suivi par un neurologue? Alors, pas de façon obligatoire, non, non, non. Et si on prend un traitement normalement, ben, l'avantage, c'est que j'ai repéré mon risque, je vais réduire mon risque, et si j'ai pas de plainte, j'ai pas besoin d'avoir un suivi par un neurologue. Si D'accord. par contre, ou un gériatre, par contre, si à un moment j'ai des troubles de la mémoire qui arrivent, c'est là qu'il faudra que je fasse un bilan dans un centre mémoire et que je consulte les médecins des centres mémoire. Mais si j'ai pas de plainte, ça servira à rien. Euh, Akima aimerait que tu reviennes sur la relation entre l'hypertension et la démence vasculaire. Est-ce que tu peux résumer à nouveau le lien entre l'un et l'autre? Donc, quand on a de l'hypertension, ça va abîmer les petits vaisseaux du cerveau, ce que j'ai montré dans mon petit schéma. Et ces petits vaisseaux vont s'épaissir, hein, s'épaissir, et donc il y a euh, se rétrécir du coup. Donc, le diamètre des vaisseaux, qui est comme ça, bah, il va devenir plus petit. Et donc, à ce moment-là, j'ai moins d'oxygène qui passe, puisque le vaisseau est plus petit. Donc, on appelle une hypoperfusion, une hypoxie, et donc il y a moins d'oxygène qui arrive. Et donc ça, quand c'est pendant 20 ans, moins d'oxygène qui arrive au niveau du cerveau de façon prolongée, quand ça a des petits vaisseaux qui vont vasculariser des zones stratégiques responsables de la mémoire, eh bien à terme, ça va donner des troubles de la mémoire. Et puis des fois, ces petits vaisseaux qui se sont rétrécis, ils peuvent carrément se boucher. Et donc là, ça va aggraver et donner encore plus de risques. Si c'est dans une localisation du nerf responsable de la mémoire, ça va augmenter encore plus le risque de troubles de la mémoire. Donc c'est vraiment ces deux petites lésions-là, des petits vaisseaux qui vont se rétrécir, moins d'oxygène qui arrive de façon chronique, et puis de temps en temps, encore plus grave, ils peuvent se boucher, et donc il peut y avoir une aggravation encore plus importante. Des fois, c'est ce qu'on appelle l'aggravation en marche d'escalier, c'est-à-dire que chaque fois que je bouche un vaisseau, hop, je décline un petit peu. Et puis après, ça va mieux, bien, je rebouche un vaisseau et je redécline un petit peu. Et donc, effectivement, de traiter et d'éviter ces altérations des vaisseaux cérébraux, ça va retarder, ralentir la survenue des troubles de la mémoire. Alors, moi, je me pose une question du coup sur la temporalité par rapport au fait que les vaisseaux se bouchent. Est-ce qu'on peut dire que globalement, les vaisseaux, les artères principales du corps se bouchent, puis ce sont les artères du cerveau qui se bouchent, ou il n'y a pas forcément cette temporalité-là? Ça peut être les Ah vaisseaux non, du corps sans que le cerveau soit touché et vice-versa? non, il n'y a aucune temporalité, on ne peut pas deviner, ça serait trop facile. Des fois, il y a des gens ça ne bouge jamais, donc ils n'ont aucune complication. Des fois, c'est que au niveau du cœur, des fois, c'est que au niveau du rein, des fois, c'est partout. Le cœur, le rein, le cerveau, on ne sait pas. La part génétique, c'est sûrement très importante, hein, mais on ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est que le traitement ralentira cette évolution-là. Alors, tu nous disais aussi tout à l'heure que dans ces vaisseaux, finalement, il y avait une accumulation de l'amyloïde. Est-ce que on a des traitements pour éliminer l'amyloïde dans les vaisseaux? Non, on n'a pas de traitement pour éliminer. Et c'est plutôt que. Il peut y avoir de l'amyloïde dans les vaisseaux, mais ça ne donne pas forcément des troubles de la mémoire. Je pense que Bernard en reparlera tout à l'heure. Hein, c'est plutôt que cette hypoperfusion, cette hypoxie, le fait qu'il y ait moins d'oxygène qui arrive au cerveau, ça va aussi favoriser les plaques amyloïdes, et donc les plaques au niveau des neurones, hein, et pas des vaisseaux.
Donc, c'est plutôt le mécanisme de la maladie d'Alzheimer, hein, c'est de l'amyloïde autour du neurone qui va détruire le neurone. Et c'est cette hypoperfusion qui peut stimuler des enzymes qui vont favoriser cette agrégation de la plaque amyloïde. Donc, c'est par ce biais-là qu'on pense que l'hypertension favorise aussi la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a à la fois des lésions vasculaires, à la fois les plaques, et puis c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est souvent les deux. Donc, on a qui se forment et des lésions des vaisseaux, et les deux ensemble, ça accélère. Si j'avais que les plaques et pas les lésions des vaisseaux, ça arriverait par exemple à 88 ans. Si j'ai les deux lésions, vaisseaux et plaques, mes trous de la mémoire vont arriver 5 ans plus tôt, par exemple. Oui. Merci beaucoup, Olivier. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Si jamais les questions arrivent en cours de route, on les prendra à la fin. Je vais maintenant passer la parole au professeur Bernard Lévy, qui va lui rentrer dans la mécanique de tout ça et qui va nous expliquer les fondamentaux entre l'hypertension et Alzheimer. Merci beaucoup et bonsoir. Je vais donc essayer de vous expliquer très simplement des choses qui sont encore un peu compliquées, mais qu'on peut résumer de manière très compréhensible. Donc, comme Olivier vient de vous le dire, la définition histologique, c'est-à-dire sur les coupes de cerveau de la maladie d'Alzheimer, c'est la présence de peptides amyloïdes, bêta-amyloïdes. Vous voyez ici une représentation de ce peptide qui fait ce qu'on appelle une plaque sénile. Et cette plaque sénile, vous la voyez dans une coupe de cerveau. Vous avez, donc chez un patient Alzheimer, vous avez la surface, le cortex en haut à gauche, et ces petits points noirs sont des plaques séniles, donc des dépôts importants de protéines bêta-amyloïdes. C'est ce qui signe la maladie d'Alzheimer du point de vue histologique. Évidemment, pour faire ce diagnostic, il faut faire une biopsie du cerveau, et on ne fait pas ça facilement, et c'est donc très souvent un diagnostic post-mortem. Il y a deux grandes théories qui ne s'excluent pas l'une et l'autre. La théorie qui est une théorie neurologique, avec le dépôt à gauche, dépôt de protéines bêta-amyloïdes, qui forment des plaques séniles, et ces plaques séniles, qui sont une espèce de glu, seraient responsables de la dégénérescence des neurones et qui entraînent à terme une maladie d'Alzheimer. Vous avez de l'autre côté, à droite de la diapositive, une autre hypothèse qui, encore une fois, n'exclut pas la première et réciproquement. Vous auriez des facteurs de risque cardiovasculaire, dont l'hypertension est le plus important, le plus fréquent, qui sont responsables d'une hypoperfusion cérébrale, un défaut de perfusion cérébrale, moins d'oxygénation du cerveau, une souffrance non seulement des neurones, mais aussi du tissu de soutien, donc de toutes les cellules cérébrales, aboutissant à une dégénérescence neuronale. Et finalement, il ne faut pas considérer ces deux hypothèses comme deux hypothèses complètement antagonistes, mais comme un continuum, et les deux mécanismes sont certainement impliqués en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Olivier Hanon vous en a parlé, mais je vais revenir et insister un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui se passe chez le patient hypertendu depuis longtemps, depuis 10, 20, 30 ans? Vous avez un épaississement des parois des gros vaisseaux, vous avez une rigidification de ces artères, les artères deviennent plus dures, plus rigides, et vous avez surtout et aussi moins de capillaires, c'est-à-dire que dans un 1 mm3 de tissu, vous allez avoir beaucoup moins de capillaires. Les capillaires sont les petits vaisseaux, tout petit diamètre, une dizaine de microns de diamètre, qui assurent la perfusion de chacune des cellules, et moins de capillaires, ça entraîne un défaut de perfusion, une hypoperfusion de ces tissus. Et puis vous avez aussi quelque chose de constant dans l'hypertension artérielle sur lequel on va beaucoup insister, c'est une dysfonction endothéliale. L'endothélium, je vais vous le définir tout à l'heure, c'est une partie de tous les vaisseaux, et cette partie du vaisseau assure un rôle majeur dans l'adaptation du débit sanguin aux besoins métaboliques des tissus, et cette dysfonction endothéliale est une maladie, une anomalie extrêmement précoce dans la maladie hypertensive, voire même elle précède la maladie hypertensive. Parmi les nombreuses études qui ont démontré le lien épidémiologique entre hypertension artérielle et maladie d'Alzheimer, j'ai pris une des plus anciennes, qui est l'étude qui a été faite à Hawaï, qui est l'étude Honolulu. Qu'est-ce qu'on a fait?
on a pris 3700 qu'ont fait les médecins d'Hawaï. Ils ont sélectionné 3735 sujets. Ils leur ont mesuré la pression artérielle à 50 ans. Ils les ont suivis ensuite pendant 20, 25, 28 ans et ils ont fait des tests neuropsychologiques chez ces patients qui revenaient, qui n'étaient pas des malades d'ailleurs, qui revenaient passer des tests psychologiques. Alors vous voyez que ceux qui avaient une pression artérielle systolique, le chiffre supérieur, 11, ceux qui avaient une pression systolique inférieure à 11 à 50 ans, avaient des tests neuropsychologiques, c'est-à-dire une absence totale de troubles cognitifs. Quand la pression artérielle est comprise, systolique est comprise entre 11 et 14, vous avez 29% de risque de plus de troubles cognitifs. Lorsque la pression artérielle systolique est de 14 à 16, vous avez 72% de risque en plus. Et pour les sujets qui, à 50 ans, avaient une pression artérielle supérieure à 16, ils avaient un risque, ils avaient une détérioration cognitive 2,5 fois plus grande que ceux qui avaient une pression artérielle inférieure à 11. Donc vous voyez que non seulement l'hypertension artérielle augmente le risque de troubles cognitifs, mais que plus cette pression artérielle est élevée, plus le risque de détérioration cognitive est important. Très important de faire ce type d'études, mais évidemment, plusieurs études, Olivier vous les a montrées tout à l'heure, plusieurs études cliniques convergentes, ça fait des milliers de patients qui ont été étudiés pendant 20-25 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des études longues, ce sont des études difficiles, ce sont des études qui coûtent très cher et qui sont finalement peu fiables. Peu fiables parce que en 25 ans, les tests neuropsychologiques ont évolué, les seuils d'hypertension artérielle ont évolué. Quand je faisais mes études, on était hypertendu à 15, aujourd'hui on est hypertendu au-dessus de 14. Les malades ont déménagé, les médecins ont pris leur retraite, les malades ont d'autres maladies, ils prennent d'autres médicaments, ils ont des cancers, ils ont des Parkinson, ils ont un tas de choses. Et finalement, il faut prendre beaucoup de patients à 50 ans pour arriver à avoir une conclusion définitive, fiable, 25 ans plus tard. Compliqué, cher et finalement très décevant. Donc, mon métier à moi, ça a été pendant très longtemps l'expérimentation animale, parallèlement au travail clinique. Et j'essaie de vous montrer, je vais essayer de vous montrer comment on peut répondre relativement rapidement à ce type de questions en s'aidant de l'expérimentation animale. Donc, il existe une souche de souris qui développe spontanément la maladie d'Alzheimer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a injecté les gènes dans cette souche de souris qui développe la maladie d'Alzheimer, qui, sur les biopsies du cerveau, on retrouve des plaques amyloïdes, des plaques séniles, et toutes les souris sont malades à 8 mois. 8 mois, c'est un délai beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus compatible avec une étude scientifique. Et ces souris ne sont pas hypertendues. Donc, notre première étape, je vous résume en une seule diapo de 4 lignes, 2 ans ou 3 ans de travail. Notre première étape, c'est la diapositive qu'a montré Olivier Hanon tout à l'heure, a été de démontrer que ces souris Alzheimer, qui devenaient Alzheimer spontanément à 8 mois, lorsqu'on les rendait hypertendues, elles devenaient Alzheimer, elles développaient une maladie d'Alzheimer beaucoup plus précoce, à l'âge de 4 mois, et beaucoup plus grave. On leur a injecté donc un produit qui s'appelle l'angiotensine, qui les a rendus hypertendus jeunes, à l'âge de 2 mois, et lorsqu'on les examinait à l'âge de 4 mois, elles étaient toutes Alzheimer, avec des preuves histologiques et des preuves fonctionnelles. Les preuves histologiques, encore une fois, vous voyez ces plaques séniles à gauche, la souris Alzheimer qui va évoluer vers une maladie 4 mois plus tard, et à droite, le peptide bêta-amyloïde, les plaques séniles beaucoup plus nombreuses chez les souris de la souche Alzheimer qu'on a rendues hypertendues depuis 2 mois. Donc, on a accéléré la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez vous demander comment on fait pour avoir des preuves fonctionnelles de cette maladie, comment on peut savoir qu'une souris a des troubles cognitifs, qu'elle a perdu la mémoire. Je vous montre ici un des tests les plus simples. Vous avez une grande roue blanche en métal, en blanc brillant, avec une vingtaine de trous en périphérie de ce cercle qui fait 1,20 m de diamètre. Vous mettez une souris au milieu de ce cercle, de cette plaque métallique,
Et la souris est un animal qui déteste la lumière et qui est un animal de terrier. Elle va donc chercher dans les différents trous si elle peut s'abriter à l'ombre quelque part. Et sous un des trous, on a mis une boîte aimantée qui est connectée donc à la plaque métallique, et que dans cette boîte, la souris est à l'abri, elle est à l'obscurité et elle se sent très bien. Donc la souris va chercher, elle va tourner d'un trou à l'autre pour chercher la boîte. Et on filme cette exploration de la souris de cette plaque métallique, et on filme ceci pendant des dizaines de minutes, et lorsque la souris a trouvé l'endroit où elle se sent en sécurité, si vous remettez la même souris 2-3 jours plus tard sur la même plaque, elle va retrouver plus rapidement, et si vous faites ça tous les jours pendant une semaine, au bout d'une semaine, la souris va directement dans le trou qui est en connexion avec la boîte où elle se sent en sécurité. Donc, avec ce test relativement simple, qui demande quand même 2 bonnes heures par souris, on est capable de savoir si une souris se souvient de l'endroit où se trouve sa tanière. L'endothélium, je vous en ai parlé, vous avez ici une représentation schématique d'un vaisseau, et vous voyez ce qu'on appelle les myocytes. Les myocytes, c'est du muscle, c'est ce qui est capable de constricter, c'est-à-dire de fermer, ou de dilater, c'est-à-dire d'ouvrir le vaisseau. Vous avez la lumière du vaisseau au milieu dans lequel circule le sang, et entre le vaisseau et le sang, vous avez une couche endothéliale, et l'endothélium est en contact avec le sang, et il libère des substances qui contrôlent la contractilité, la contraction du muscle vasculaire. Donc c'est par l'endothélium essentiellement qu'on est capable d'ouvrir ou de fermer un vaisseau, de dilater ou de le constricter, c'est-à-dire d'augmenter le débit sanguin qui passe dans ce vaisseau ou de le diminuer. Une deuxième étape, vous voyez qu'on a mis 2 ans de plus pour franchir cette deuxième étape, c'était d'utiliser les mêmes modèles de souris Alzheimer, et avec des astuces de pharmacologie, des astuces expérimentales, on a réussi à inactiver l'endothélium et sans avoir d'hypertension artérielle. C'est-à-dire que par un produit, on abîme l'endothélium, on détruit les fonctions endothéliales, mais on ne change pas la pression artérielle. Et on se rend compte que ce n'est pas le chiffre de pression artérielle qui aggrave la maladie d'Alzheimer, qui l'accélère et qui l'aggrave, ce n'est pas la valeur de la pression, c'est le fait que l'endothélium soit abîmé, c'est le fait qu'il y ait une dysfonction endothéliale. Donc, avec ce deuxième travail, on a démontré que l'hypertension artérielle a un rôle néfaste dans ce modèle de souris Alzheimer, non pas par les chiffres même de tension, mais par l'effet indirect que l'hypertension artérielle produit sur l'endothélium, et la dysfonction endothéliale serait responsable de l'insuffisance de débit, de l'insuffisance d'adaptation du débit du cerveau et de l'aggravation de cette maladie d'Alzheimer. Donc là, je vous montre une autre fonction de ces vaisseaux. Vous avez en haut à gauche une souris, vous voyez la souris qui est verticalement. Vous voyez la souris sur laquelle on a mis la souris anesthésiée légèrement dans un réservoir, dans un masque, et dans ce masque, on envoie un mélange gazeux qui contient 5% d'oxygène, 5% de gaz carbonique, 16% d'oxygène et 79% d'azote. Donc, on fait respirer à la souris pendant quelques minutes un mélange riche en gaz carbonique. Et on mesure, par les techniques de Doppler, d'échographie Doppler que vous connaissez, on mesure en bas à droite et à gauche, on mesure le débit cérébral de cette souris. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez à droite, une souris normale, c'est le grand rectangle rouge encadré par son ellipse. Une souris normale non Alzheimer, quand vous lui faites respirer du gaz carbonique, elle vasodilate, elle augmente son débit cérébral de 15%. Et les souris Alzheimer, qu'elles soient hypertendues ou non hypertendues, non seulement elles n'augmentent pas leur débit sanguin lorsque vous leur faites respirer du CO2, mais même elles le diminuent légèrement, et ceci, quel que soit leur niveau de pression artérielle. Donc, sur ce modèle de souris,
On a montré qu'avant même que la maladie d'Alzheimer se développe, donc chez les souris jeunes, à 2 mois, à l'âge de 2 mois, les souris normales vasodilatent, augmentent leur débit lorsqu'elles respirent du CO2 et vasoconstrictent, diminuent leur débit lorsqu'elles respirent du gaz carbonique. Donc, à partir de ces résultats et avec le soutien de la Fondation Alzheimer, on a lancé un essai clinique avec le professeur Hanon, avec le docteur Bonin qui fait les mesures, avec le professeur Cubis qui dirige le service des opérations fonctionnelles de l'hôpital Lariboisière. Et l'objectif est de réunir 24 patients souffrant de la maladie d'Alzheimer et 24 sujets témoins non Alzheimer, non malades, avec une fonction cognitive normale. On mesure la réactivité cérébrale de ces sujets et de ces patients au gaz carbonique. On leur fait respirer le même mélange que les souris, 5% d'oxygène, de gaz carbonique, 16% d'oxygène et 79% d'azote, et on leur mesure la réactivité, l'augmentation de débit au niveau cérébral. On mesure d'autres choses sur lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on devait avoir 24 sujets témoins et 24 patients Alzheimer. Aujourd'hui, on a 19 sujets témoins et 13 patients Alzheimer. Il faut qu'Olivier continue à nous envoyer ces patients pour qu'on puisse terminer l'étude. L'âge est parfaitement identique. Les sujets témoins ont 82 ans. Ils sont normotendus, 140-74. Ils sont traités le plus souvent. Les patients Alzheimer ont pratiquement le même âge, 80 ans. Ils ont une pression artérielle, voire même légèrement inférieure. Ils ne sont pas hypertendus. Eux aussi sont traités et bien traités. En revanche, sur ces sujets-là, lorsqu'on mesure la dilatation de la carotide primitive, la carotide primitive, c'est un vaisseau de la base du cou qui irrigue la face et le cerveau. Chez les sujets témoins, lorsqu'ils respirent du gaz carbonique, ils ont une dilatation de 4,5%, alors que les patients Alzheimer ont une vasoconstriction, une diminution de 0,1%, avec une différence très significative entre ces deux groupes, malgré le nombre restreint de patients. Le débit sanguin augmente de 11% lorsqu'on leur fait respirer du gaz carbonique chez les sujets témoins et diminue de 8%, là encore très significatif, chez les patients Alzheimer. Et encore une fois, nous n'avons pas le nombre de sujets qui est théoriquement nécessaire pour mettre en évidence ces différences. Lorsqu'on regarde la carotide interne, qui est un vaisseau plus haut dans le cou qui va directement au cerveau, on retrouve à peu près la même chose, une dilatation au CO2 chez les sujets témoins, une vasoconstriction, une diminution de diamètre chez les sujets Alzheimer. La variation de débit sanguin n'est pas significative. Il y a une augmentation de débit chez les sujets témoins et une augmentation moindre, mais non significative, chez les sujets Alzheimer. Donc, en conclusion, et j'espère avoir été clair là-dessus, malgré la complexité de ces expériences, les patients Alzheimer ont des anomalies de réactivité vasculaire indépendantes de leur âge et de leur niveau tensionnel, et l'absence de réactivité vasculaire au CO2 participe à la mauvaise perfusion du cerveau. Et il n'est pas impossible que ce test de CO2 puisse être considéré comme un test prédictif, c'est-à-dire qu'une prochaine étape de recherche clinique serait de mesurer chez des patients qui n'ont pas de troubles cognitifs ou qui ont des troubles cognitifs très, très, très légers et de démontrer que cette anomalie vasculaire, cette dysfonction endothéliale, précède les troubles cognitifs, ce qui permettrait de sélectionner une population de patients qui seraient à haut risque de maladie d'Alzheimer dans les années qui viennent. Donc, pour conclure, il faut traiter l'hypertension artérielle le plus tôt et le plus efficacement possible, ce qui permet de protéger les vaisseaux et en particulier d'éviter ou de limiter la dysfonction endothéliale. Une fonction vasculaire conservée permet une perfusion normale du cerveau et une adaptation de cette perfusion à ses besoins métaboliques. Et nos résultats suggèrent une fois de plus qu'un test de réactivité vasculaire anormale pourrait être un marqueur précoce de risque de la maladie d'Alzheimer, donc être un test prédictif, et qu'une fonction endothéliale conservée qui permettrait de maintenir une perfusion normale et une adaptation, encore une fois, je vous le redis, du débit sanguin cérébral aux besoins métaboliques du cerveau. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Bernard. La présentation a été particulièrement intéressante parce que du coup, ça nous a montré l'importance de la recherche fondamentale
pour faire évoluer les principes de recherche clinique. Donc ça, c'était une première, je crois, dans les webinaires de la Fondation. Vous avez parlé du Doppler. Alors, il y a peut-être un sujet à discuter sur le Doppler, parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure de mesurer sa pression artérielle avec le petit appareil. Mais quelle est l'importance du coup du Doppler? Est-ce que c'est quelque chose de fondamental dans l'analyse de l'hypertension? Non, non. L'échographie Doppler, c'est-à-dire tout ce qui utilise les ultrasons, sert essentiellement à examiner chez ces patients, en cas de besoin, la présence de plaques. Donc vous n'avez pas de plaque carotide qui réduit plus ou moins le calibre de vos vaisseaux et qui sont des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral. Mais l'examen Doppler ne fait pas partie du bilan habituel, normal de l'hypertension non compliquée. D'accord. Une autre question par rapport à cette réactivité vasculaire, parce que du coup, on était parti sur la base qu'on mesurait son hypertension, donc derrière, un traitement était mis en place. Là, on se dit qu'on peut avoir des soucis de réactivité vasculaire indépendamment de la mesure d'hypertension. Donc du coup, est-ce qu'on fait de cet indice de réactivité vasculaire un outil de prévention, ou est-ce que c'est trop compliqué ou... Ce n'est pas très compliqué, c'est une mesure spécialisée, ça se fait dans tous les spécialistes d'échographie Doppler sont capables de faire ce type de mesure, mais il faut qu'on la valide, il faut qu'on démontre son importance, il faut qu'on démontre son utilité. Et ce que j'ai essayé de montrer, et qui est l'histoire de toute ma vie professionnelle finalement, c'est qu'à partir d'une question clinique, on se retourne vers l'expérimentation animale. Qu'en quelques années, on répond à des questions de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide, surtout, que ce qu'on peut faire en recherche clinique. Et ces études expérimentales permettent de relancer des essais cliniques qui économisent en quelque sorte d'énormes études cliniques qui nécessitent des quantités importantes de patients, et que notre objectif, c'est de pouvoir proposer aux cliniciens un test Doppler relativement simple, relativement facile à exécuter par quelqu'un qui sait utiliser ces machines et qui permettrait de détecter les malades à risque. D'accord. Mon rêve, c'est qu'à l'hôpital de jour d'Olivier Hanon, à l'hôpital Broca, on fasse ce type de mesure un jour et qu'on dise aux patients: vous n'avez pas de troubles cognitifs, mais vous êtes à risque moindre. D'accord. Donc, ce ne serait pas un outil de prévention finalement, comme on peut l'envisager pour la mesure de pression artérielle. Détection plus que prévention. D'accord. Il est 18h, bientôt 40. Je vais faire revenir Olivier pour une discussion. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore du temps devant nous. Moi, j'avais une question, parce que du coup, on a parlé de... Alors, ça sort un peu du sujet, mais on a parlé de l'hypertension depuis tout à l'heure. Et qu'en est-il de l'hypotension? Alors, l'hypotension, Est-ce qu'on sait? oui, on sait. L'hypotension, notamment quand on se met debout, qu'on appelle orthostatique, peut aussi donner des troubles de la mémoire, parce qu'en fait, il y a des variations de débit. C'est-à-dire qu'avoir une pression trop haute, c'est pas bon, mais avoir une pression trop basse, c'est pas bon non plus. Donc, et le pire, c'est d'avoir des fois haut, des fois bas. Ces grandes variations, nous, on vient de publier quelque chose qu'on appelle la variabilité tensionnelle, d'avoir des tensions très variables comme ça. C'est pas bon pour le cerveau, et effectivement, ça a l'air d'être un facteur encore plus péjoratif. Donc, d'avoir ces hyper et ces hypotensions est probablement pas très bon. Avoir juste une hypotension, et là je vais rassurer tout le monde, la plupart des gens qui nous écoutent ont une tension à 11, et ça c'est idéal. Bernard l'a montré, c'est pas de l'hypotension. L'hypotension, c'est quand on est en dessous de 10, autour de 9. Là, ça devient embêtant. Et surtout, quand ça varie, si on a tout le temps 9 de tension et qu'on n'a aucun symptôme, et que ça, c'est pas très grave. Ce qui n'est pas bon, c'est de passer de 15 à 9. Ça, c'est pas très bon. D'accord. Les variations, finalement, sont
peut être aussi problématique qu'aller dans un sens ou dans l'autre. Et l'idéal, c'est quand même d'avoir une tension à 12. Celui qui a une tension à 12 a une espérance de vie sans événement cardiovasculaire plus importante et sans trouble de la mémoire plus important. D'accord. Alors, je vais voir parce qu'il y a peut-être une autre question dans le chat. Ah, Hélène se demande si on peut transmettre les coordonnées pour participer à l'étude Léopold. Hôpital Broca à Paris, Paris 13e. Ok. On vient en consultation mémoire avec moi, par exemple, ou avec quelqu'un d'autre, et on a dit qu'on a entendu parler de l'étude Léopold. Alors, j'ai une autre question, parce que tu expliquais, Olivier, que le suivi du traitement, finalement, est problématique, parce que c'est un traitement chronique. Est-ce qu'on est en train de réfléchir sur des solutions pour faciliter la prise chronique de médicaments, autres que par voie orale, par exemple? Alors, un des moyens les plus efficaces, c'est que j'ai montré que des fois, on a besoin d'un médicament, 2, voire 3. Oui. Et en fait, prendre 3 pilules, c'est compliqué. 2 pilules, c'est compliqué. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'il y a 2 médicaments dans une seule pilule. Donc, en fait, j'ai toujours une seule pilule, mais j'ai 2 principes actifs. Donc, ça améliore la prise. Il y a même maintenant, alors ça n'existe pas en France, mais ça existe dans d'autres pays, il y a 3 médicaments dans une seule pilule. Donc, comme ça favorise. J'ai une pilule. En France, ça sera 2 pilules à prendre. Donc, ça, c'est quand même mieux pour ne pas oublier. Si je peux me permettre une question, est-ce que vous pensez tous les deux qu'il y aurait un âge à partir duquel il faudrait faire un bilan ou un examen cardiovasculaire pour justement essayer de dépister, détecter ces chiffres et mettre en œuvre les traitements? Parce que le problème actuellement, c'est que c'est une découverte, c'est ce qu'évoquait Olivier, c'est le fameux tueur silencieux, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on a de l'hypertension. Est-ce qu'il y aurait besoin d'avoir un dépistage systématique de l'hypertension, en sachant que le bénéfice sera certes sur la maladie d'Alzheimer, mais également sur les complications de l'hypertension? Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un facteur de risque d'infarctus du myocarde, un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Oui, ce que je disais, je pense quand même qu'il faut en tout cas mesurer sa pression à l'âge de 40 ans pour savoir si on est plutôt quelqu'un qui va avoir une tension normale ou à risque, une fois par an à l'âge de 40 ans. Et puis, alors, un bilan plus poussé, il faut surtout faire un bilan plus poussé si on a ce qu'on appelle des facteurs de risque, une hérédité, un peu de surpoids, qu'on fume, qu'on a du cholestérol, tout ça. Là, effectivement, un bilan cardiovasculaire de prévention vers l'âge de 55, ça serait pas mal. Alors, j'ai une question supplémentaire sur la réactivité vasculaire pour Bernard. Est-ce qu'il y a des différences entre hommes et femmes? Non, on n'a pas trouvé. On a un petit échantillon, mais on avait fait des études préliminaires et il n'y a pas de différence entre hommes et femmes chez les sujets normaux. On n'a pas assez de patients Alzheimer. Mais Bernard le montre pas, mais c'est quand même très impressionnant de tout le travail qu'on fait ensemble, parce qu'il a commencé sur un modèle sur les souris. On refait la même chose maintenant chez des patients et on retrouve la même chose. Donc, c'est vraiment une grande avancée scientifique sur la compréhension du mécanisme. Et donc, l'étape d'après, Bernard, c'est quel traitement on pourrait donner pour avoir cette action sur l'endothélium et sur la réactivité. Est-ce qu'on aurait des traitements spécifiques ou pas? Parce que ça sera encore l'étape d'après. Alors, il y a des essais que tu connais mieux que moi, Olivier, sur les donneurs de NO, les donneurs de monoxyde d'azote, d'adanafil et autres, et il y aurait des études positives sur l'Alzheimer. Mais d'un point de vue mécanistique, c'est le plus simple. Bon, normaliser la tension, ça protège ou ça guérit l'endothélium. Et ensuite, donner ces médicaments qui s'appellent des donneurs de NO, d'une manière ou d'une autre, qui augmentent le monoxyde d'azote, et le monoxyde d'azote étant le facteur principal libéré par l'endothélium pour dilater le vaisseau. Donc, la logique… Donc on voit bien, et on avait déjà eu l'idée avec Bernard de lancer ça, mais c'est long de mener des études sur ces médicaments. Il fallait déjà démontrer la preuve de concept pour arriver à l'étape d'après, de justement tester ces traitements de donneurs de NO.
Il y a quelques papiers expérimentaux qui montrent que les donneurs de NO, qui ne sont pas donneurs de NO en fait, ce sont des inhibiteurs de PDE, enfin, ça n'a aucune importance. C'est le Viagra finalement. Hein. Ce sont des médicaments de la famille du Viagra qui expérimentalement améliorent la maladie d'Alzheimer en traitement chronique. Voilà, donc là, le scoop de Bernard, c'est que le Viagra va nous permettre de prévenir le... Mais il faut le tester, hein, bien sûr, c'est Ça a été fait. que des hypothèses. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps Oui, sur oui. l'association. Alors, ils n'ont pas fait d'essais cliniques, mais ils ont fait ça dans les grandes bases de données de prise en charge de traitement. Et en effet, ceux qui prennent, alors pas seulement le Viagra, hein, tous ces médicaments qui Oui, sont... le Viagra, c'était pour expliquer aux gens les inhibiteurs Oui, de c'est tout de PDE, suite, ça on veut pas dire comprend la tout même de chose. suite, oui, que le Cialis et d'autres, voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Juste une question sur la réactivité vasculaire. La vitesse d'onde de pouls, on a vu des liens, des choses comme ça. Non, la vitesse de l'onde de pouls renseigne sur la rigidité artérielle, des gros troncs artériels. Alors que la vasomotricité, alors quelque chose dont je n'ai pas parlé et qui nous passionne, c'est que la réactivité vasculaire qu'on mesure sur des gros troncs carotides primitives ou carotides internes, Les gros vaisseaux du cou qui ramènent le sang au cerveau. voilà, on retrouve une réactivité vasculaire chez des sujets de 80 ans, 82 ans. Alors qu'au niveau des artères périphériques et de la réactivité vasculaire, on la mesure en général au niveau de l'artère humérale. À 80 ans, on n'a plus de réactivité vasculaire humérale. Les vaisseaux huméraux ne bougent plus. Alors que là, nous, on a été extrêmement surpris de trouver qu'au niveau du cerveau, il reste une adaptation importante du débit aux besoins métaboliques, que cette réactivité continue à exister chez les sujets non Alzheimer, les sujets témoins, à 82 ans. Ce qui est quand même tout à fait inattendu par rapport à la littérature scientifique là-dessus. Et donc, il n'y a aucun lien avec la vitesse d'onde de pouls. Il n'y a aucun lien avec la vitesse d'onde de pouls. Alors, nous, on l'a fait, mais dans des populations un peu plus jeunes, hein, à qui on a mesuré la vitesse de l'onde de pouls. Donc, c'est un petit appareil qu'on met ici et qui mesure la rigidité des vaisseaux. Et donc, chez les patients qui ont des troubles modérés, qu'on a suivis pendant 6 ans, ceux qui avaient des anomalies de cette rigidité artérielle ont plus souvent développé une maladie d'Alzheimer que ceux qui avaient une rigidité, qui n'avaient pas de rigidité altérée. Donc, c'est quand même un facteur qui est très pertinent à mesurer chez des gens un peu plus jeunes qui ont des troubles débutants. Eh bien, ceux qui avaient des anomalies vasculaires étaient plus à risque de développer une Pardon, je me suis maladie. mal exprimé. Il n'y a pas de lien mécanistique. Il n'y a pas de lien mécanistique entre rigidité artérielle et réactivité vasculaire. Mais il est clair que les patients qui ont les vaisseaux les plus atteints, les plus abîmés, ont des vaisseaux les plus rigides. Et la rigidité artérielle, ça se mesure extrêmement simplement, en quelques secondes, quelques dizaines de secondes, de manière non invasive, par un non spécialiste. Il existe des appareils qui permettent de mesurer. Il existe des appareils. Dans le commerce, des appareils qui permettent de le mesurer, qui donnent une information comme la masse grasse, comme tous ces éléments d'impédance-métrie. Même maintenant, des balances. Ouais, on monte sur une balance et on a sa rigidité artérielle. Si on revient sur donc, on avait retrouvé que les gens qui avaient... Vas-y, Olivier, pardon. Vas-y. On avait trouvé que les gens qui avaient une rigidité élevée avaient plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et quand on a fait des IRM, on retrouvait que les gens qui avaient une rigidité élevée avaient plus souvent aussi une atrophie au niveau de l'hippocampe, qui est un des éléments radiologiques de la maladie d'Alzheimer. Donc, on a quand même un niveau de preuve assez important que cette mesure de la rigidité artérielle est un facteur associé au risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et est-ce qu'on peut recommander du coup l'automesure, alors bien sûr pas nécessairement de la rigidité artérielle, mais simplement de la pression artérielle, ça, Je peux vous montrer. Alors, il y a une automesure avec des appareils, mais il y a maintenant même des bracelets, comme celui qu'a Bernard, qui mesurent en continu. Là, sa pression est en train d'être mesurée en continu sur 24 heures. Et il peut regarder sur son téléphone, il vous donnera sa pression actuellement, qui est peut-être un peu élevée. Ou pas, peut-être. Hein. Non. On voit rien. Je ne sais pas si vous voyez. Non, on ne voit pas, il y a trop de lumière. Ma pression aujourd'hui de 123,73 et la volable sur la semaine, vous ne la voyez pas. Je suis désolé. Non, on ne voit pas. Alors, je vais peut-être éteindre. Donc voilà, il y a des appareils de plus en plus technologiques. Soit le petit appareil, et on la mesure, comme je l'ai montré, avec l'arrêt des 3 fois le matin, 3 fois le soir. Vous ne la voyez pas plus. Donc, sans aucun brassard. Et avec ce bracelet, on a une mesure continue sur son téléphone
de la pression artérielle. Voilà. Les recommandations actuelles sont quand même les appareils au brassard, hein, avec l'automesure. Ce nouvel appareil, il vient de sortir, mais il ne faut pas non plus se stresser à mesurer sa pression tout le temps. Non. Et vous conseillez plutôt prise au brassard sur le bras ou au poignet? Au bras. Le bras, hein, le poignet n'est pas valable. Le poignet, souvent, ça donne des chiffres trop bas, plus bas. Il faut que le poignet soit vraiment au niveau du cœur, comme ça. Mais si je mets comme ça, c'est pas bon. Si je mets comme ça, c'est pas bon. Si je mets comme ça, donc en fait, comme ça, mais le mieux, c'est au bras. Parce qu'il y a un risque qu'on mette mal son poignet. Alors, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir le poignet dans la poche. Les recommandations, c'est au bras. Et si on fait au poignet, comme ça, il ne faut pas trop plier le coude ici, et c'est comme ça. Comme Napoléon, quoi. Moi, j'ai une petite question, parce que tu as évoqué parmi les causes le stress. Donc, pour l'âge, la génétique, l'obésité, on peut imaginer les raisons. Mais pour le stress, en fait, qu'est-ce qui fait que ça induit de l'hypertension? Le stress, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de gens stressés qui ne vont jamais faire d'hypertension. Il y a des gens stressés qui peuvent faire de l'hypertension. Quand on fait de l'hypertension, quand on a du stress, on peut sécréter des protéines, des peptides, hein, qui peuvent faire monter la pression artérielle. Donc, c'est une des hypothèses sur ces. Mais la relation n'est pas si franche. Et puis surtout, quand on traite le stress, on ne traite pas l'hypertension artérielle. Donc, c'est plutôt un marqueur de risque, comme pourrait nous expliquer Philippe, plutôt qu'un facteur vraiment associé. Juste un petit mot sur les facteurs. On réduit pas on n'empêche pas les vaisseaux de vieillir quand on traite le stress, quoi. Les facteurs et les marqueurs de risque. Hein. Je vais prendre juste un exemple. Hein. Vous savez que le fait d'avoir une peau claire et de l'exposer au soleil entraîne malheureusement parfois des cancers cutanés. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que pour des raisons génétiques, par exemple, la couleur des yeux est très associée à la peau. Donc souvent, les gens qui ont les yeux clairs font un peu plus de cancer. Mais ça n'a aucun lien avec le cancer lui-même. En revanche, c'est un marqueur qui indique que souvent les gens qui ont les yeux bleus ont plus souvent la peau claire. C'est la différence entre le marqueur, on appelle ça aussi facteur de confusion, mais bon, voilà, techniquement, mais c'est à ça. Donc, et ça peut être utile des fois, parce que souvent, ces petits marqueurs, on les voit quotidiennement. Dans une consultation, on peut s'apercevoir d'un petit détail, ce qui va amener le médecin à aller vérifier quand même là le facteur causal en question, l'hypertension par exemple, de savoir si ça a entraîné un élément. Donc, c'est des outils qui sont utiles, mais il n'y a pas de causalité, quoi. Voilà, il y a vraiment un lien de marquage, comme si vous mettiez un petit drapeau sur une voiture. Donc, c'est la voiture qui va avoir un accident, mais le petit drapeau va juste montrer que la voiture roulait trop vite, par exemple. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour revenir sur le stress, un grand nombre de malades, vous leur mesurez une pression trop élevée, vous dites oui, mais je suis très fatigué en ce moment, je suis stressé, je reviendrai après les vacances. Ça n'a pas de sens. Hein. Leur stress augmente la pression, mais traiter le stress ne diminuera pas leur pression. D'accord. Donc, il faut prendre ça au sérieux, indépendamment qu'on puisse penser d'être stressé, fatigué, énervé le jour J. Ta question est très importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent justement, je ne vais pas prendre mon traitement parce qu'en fait, j'étais stressé, je n'étais pas bien et je n'ai pas une vraie hypertension. Et j'ai une tension nerveuse. C'est ça. Voilà, c'était la tension nerveuse. Donc maintenant que je suis moins stressé, ou comme vous dit Bernard, je suis en vacances, c'est le week-end, donc je ne prends pas mes traitements. En fait, ce n'est pas du tout ça. Hein. L'hypertension, c'est le vieillissement des vaisseaux, une pression qui s'élève, et donc il faut prendre son traitement. Si la pression est confirmée, traiter le stress ne suffira pas. Il faut traiter son stress, bien sûr, pour autre chose, hein, mais ça ne changera pas grand-chose pour l'hypertension. Mais c'est bien d'avoir fait la différence entre de dire j'ai la tension nerveuse versus ce dont on a parlé toute la soirée, parce que finalement, c'est un amalgame qu'on peut faire assez facilement et qui, du coup, peut engendrer des vraies difficultés. Puis il y a même une ambiguïté dans le langage médical où on va demander au docteur de prendre sa tension. Ce n'est pas la tension, c'est prendre sa pression artérielle. Alors on dit hypertension artérielle, mais c'est la maladie, on parle d'hyperpression artérielle aussi. Donc c'est vraiment la notion de pression, parce qu'il y a de la pression dans les tuyaux, pour parler un peu brutalement.
Alors, il n'y a pas d'autres questions de la part des participants. De mon côté, j'ai fait le tour aussi, je pense, de tout ce que j'avais à vous demander. Maintenant, nous approchons de la fin de notre webinaire. Alors, comme toujours, on finit à 19h pour que vous puissiez venir nous retrouver dans un mois, puisque c'est comme chaque mois, tous les premiers jeudis du mois. Et le prochain premier jeudi du mois sera le 2 juin. Et nous aurons une conférence qui va être un peu originale, mais qui, dans les temps qui courent, est importante et je pense vous intéressera. C'est: est-ce qu'on connaît aujourd'hui les effets du Covid sur notre cerveau? Vous avez entendu parler des Covid longs, vous avez entendu parler de ces gens qui se plaignent de troubles de la concentration, qui peuvent avoir des petits troubles des fonctions cognitives. Alors aujourd'hui, on n'a pas de réponse, mais on aura des experts du Covid, des experts du cerveau et de la fonction cognitive, qui analyseront ce qu'on sait aujourd'hui et puis pourront répondre à toutes vos questions et peut-être aussi à vos inquiétudes si vous en avez. Voilà, donc je vous propose que l'on clôture ce webinaire. Je voudrais remercier encore le professeur Bernard Lévy et le professeur Olivier Hanon et de leur fidélité à la Fondation et de leur clarté dans leurs explications. Et puis, je vous donne donc rendez-vous avec grand plaisir dans un mois, le 2 juin, pour parler de Covid et cerveau. Et toujours, bien sûr, merci à Magali qui nous a animé cette émission et également, celle qu'on ne voit jamais, mais qui est toujours là derrière son ordinateur, Marion Ravenot, qui est notre chargée de communication et qui organise toujours avec brio ces séances. Merci à vous, très bonne soirée et donc à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.